Bienvenue à tous, bienvenue à la première soirée de l'innovation de Share Africa. Alors pour tous ceux qui ne savent pas, Share Africa est organisé dans le cadre de la saison Africa 2020, cette initiative de la présidence française qui vient de démarrer et qui va mettre pendant plusieurs mois l'Afrique à l'honneur à travers plusieurs centaines de projets et événements. Share Africa, c'est des soirées d'innovation, bien sûr, comme celle qui nous réunit aujourd'hui. Il y en aura d'ailleurs 4 autres qui vont être organisées dans les prochains mois. Mais c'est aussi une série d'appels à projets et surtout un grand forum qui aura lieu le 2 et le 3 juillet 2021 à la Maison de la Radio à Paris. Un forum où pourront se rencontrer des entrepreneurs, des investisseurs, des créateurs, qui pourront parler de numérique, bien sûr, mais aussi d'écologie, de santé ou encore d'éducation. Pour tous ceux qui souhaitent d'ailleurs en savoir plus sur cette initiative, sur cette belle initiative, et tous ceux qui l'amènent derrière en coulisses, je vous invite à visiter le site internet de cette initiative, comme je disais, qui s'appelle shareafrica.live. Donc, j'aurai donc le plaisir de modérer dans une première partie un panel composé de 4 personnes, même si pour le moment vous n'en voyez que 3, 4 personnes que je vais vous présenter dans quelques instants. Et une première partie qui va nous occuper pendant 40 minutes environ. Alors, comme j'ai été un peu longue, je pense qu'il faut qu'on entre dans le vif du sujet directement. Je vais commencer par vous présenter nos 4 panélistes. 3 panélistes du jour, que je remercie d'ailleurs chaleureusement d'avoir accepté d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Je vais commencer par vous, Bola Bardet. Vous êtes fondatrice et PDG de Soufou. C'est une entreprise qui a été créée en 2017, qui est basée entre la France, le Bénin et la Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas. C'est une société qui propose des solutions aux membres de la diaspora africaine qui veulent offrir des soins de santé. C'est parfait. qui propose des solutions au monde de la diaspora africaine, qui veut offrir des soins de qualité à leur famille qui est restée au pays. Et vous allez nous en parler tout à l'heure. Autre entrepreneur de ce panel, Ken Kakena, vous êtes basé comme moi à Abidjan. Vous êtes le cofondateur de Weasel Money. C'est un service de mobile money dont vous offrez une solution de paiement électronique aux entreprises et aux particuliers. Vous allez nous en parler également. On va être aussi accompagné de 2 investisseurs. Pour l'instant, il n'y en a qu'un, je le disais. Benoît Delestre, qui est président de Savvy Ventures, une société qui a été fondée en 2017 à Paris et qui accompagne des startups, dont 2 qu'on connaît bien ici à Abidjan, comme Africrea, la marketplace de mode, ou Camtar, une plateforme de réservation de véhicules de transport de marchandises. Et enfin, nous aurons tout à l'heure, il a un petit contretemps, mais il arrive, Khaled Bendjilani, associé chez Afrique Invest. Afrique Invest est une société d'investissement panafricaine qu'on ne présente plus, qui a été fondée il y a plus de 26 ans en Tunisie et qui compte aujourd'hui 8 bureaux régionaux en Afrique et 1 à Paris. Et il nous parlera aussi de quelques-uns des 160 projets dans lesquels sa société a investi. J'espère que j'ai tout bon. Je n'ai massacré la bio de personne. À tous les 4, encore une fois, merci. Abi, j'ai une petite précision. Abi, j'ai une petite précision. Notre fonds est africain et on n'est plus à Paris depuis bien longtemps. Nous sommes à Maurice. D'accord. Petite erreur de ma part, donc. C'est pas grave, c'est pas grave. En 2017, on était à Paris et on a vite fait le voyage. D'accord. Donc, Savvy Ventures, c'est donc un fonds africain. Petite correction. Alors évidemment, on peut plus commencer un débat aujourd'hui sans évoquer le contexte sanitaire dans lequel on évolue depuis un an, avec une pandémie de Covid-19 qui a évidemment des répercussions sur des pans entiers de nos économies, de notre travail au quotidien, des conséquences négatives dont on parle énormément dans les secteurs traditionnels tels que l'aviation, le tourisme, l'agriculture, les médias. Je voudrais savoir
quel est cet impact, pardon, sur celui de la tech? Et je vais commencer par vous, Ken Takena. Ouais, c'est tombé sur vous. Vous qui évoluez dans la fintech, est-ce que contrairement à tous ces secteurs dont je viens de parler, est-ce que cette pandémie, elle n'a pas quand même quelque part créé une formidable opportunité entre guillemets? Je sais que ça ne se dit pas, mais c'est vrai que dans la plupart de nos pays, le Covid a quand même entraîné une accélération de la numérisation des paiements. Est-ce que pour vous, paradoxalement, ça n'a pas été une formidable opportunité? Alors, je dirais que ça n'a pas été à proprement dit une opportunité pour Weasel, mais ça a été en réalité une opportunité pour un certain nombre de parties prenantes, notamment sous le leadership des pouvoirs publics, de favoriser un certain nombre de synergies entre acteurs et opérateurs africains. On a rapidement compris un peu la nécessité qu'il y avait dans ce contexte sanitaire mondial, mais avec un environnement africain qui avait vraiment ses particularités. Je pense qu'on a eu à la fois plus peur que tout le monde et peut-être qu'on a été mobilisé plus rapidement que les autres compte tenu du fait de ce qu'on avait vu en Asie et en Europe. Et ce contexte a fait qu'on a senti auprès des pouvoirs publics, auprès des fintechs, auprès des grandes sociétés, la volonté d'avoir du partenariat inter-africain pour trouver des solutions africaines à nos problématiques. Et nous, ça s'est concrétisé de façon assez exceptionnelle, dans la mesure où il a rapidement été décidé au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, mais également du Sénégal, la nécessité de faire un appui concret et rapide aux ménages les plus vulnérables. Et en Côte d'Ivoire, ça s'est matérialisé par la création du Fonds de solidarité Covid-19 et par un programme qui a été le plus grand programme de transfert monétaire mis en œuvre jusqu'à présent en Afrique de l'Ouest, qui a consisté à cibler près de 200 000 ménages sur des critères de vulnérabilité et de leur transférer par un canal électronique les fonds, de sorte à ce qu'ils puissent immédiatement avoir des ressources supplémentaires, finalement un coup de pouce de la collectivité pour acheter des denrées de première nécessité. Et figurez-vous que la solution qui a été choisie pour réaliser ces transferts monétaires, c'est Weasel Money. Donc ça montre qu'on a été dans un écosystème dans lequel, dans un moment de vérité, dans une situation vraiment de crise et de réponse à une crise, on a été dans une situation où un certain nombre d'États, et notamment l'État de Côte d'Ivoire, a fait confiance à des startups et à des sociétés locales pour réaliser ce qui était un très grand challenge. Et on en est aujourd'hui très fiers. On a aujourd'hui payé près de 3/4 des bénéficiaires, et notamment des bénéficiaires qui, avant la crise, pour lesquels on ne pronostiquait pas qu'elles étaient capables et qu'elles étaient en mesure de passer le cap de la digitalisation, de la bancarisation, du mobile money. Et on va sortir à l'issue de cette crise avec un écosystème à la fois technologique, à la fois de distribution, à la fois de partenariat, qui a été éprouvé durant cette crise et qui va nous permettre d'aller encore beaucoup plus loin. Donc ça, c'est le cas de la Côte d'Ivoire pour nous. Maintenant, pour conclure là-dessus, on a quand même immédiatement pris un certain nombre de mesures de soutien pour nos compatriotes en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali et au Sénégal, c'est-à-dire la gratuité des transactions dites d'urgence, les transactions jusqu'à 10 000 francs CFA, 15 €, gratuites, sans frais, la gratuité des paiements marchands. Donc pour tous ceux qui alimentaient gratuitement leur compte et qui voulaient payer par mobile money un bien ou un service, on a baissé, donc on a même retiré les frais à ce niveau-là, et on a accepté de rehausser, avec l'autorisation de la Banque centrale, les seuils de blocage, les seuils plafonds de transactions. Alors avant la crise, c'était jusqu'à 10 millions par utilisateur, donc 15 000 €, et ça avait été rehaussé pendant la période de la crise à 12 000, notamment pour permettre au soutien de familles qui pouvaient percevoir des fonds de l'extérieur de pouvoir les répartir de façon plus simple, sans la limite de la barrière maximale. Donc voilà un peu
quelle a été, on va dire, notre réaction et notre contribution à cette période de crise. Voilà, Ken disait que Wizall avait pris des mesures de gratuité. Par exemple, quel a été pour vous l'impact sur votre business? Est-ce que vous avez aussi pris des mesures comme ça qui étaient exceptionnelles dans ce contexte-là? Alors, Abby, je crois qu'il y a on a un peu de mal à t'entendre. Je suis convaincu que la question était pour Bola, mais comme on t'a pas entendu, on n'en est pas sûr. Il fallait que ça tombe sur moi. Est-ce que là, tu m'entends, Bola? Parfaitement là maintenant, oui. D'accord. Je disais, Ken parlait tout à l'heure de mesures de gratuité qui avaient été prises exceptionnellement par son entreprise. Je voulais savoir si, à ton niveau, au niveau de Soussou, est-ce que vous avez dû prendre comme ça, adapter votre business à ce nouveau contexte? Est-ce que vous avez eu aussi, je sais pas, ça peut être de nouveaux clients, de nouveaux profils qui ont fait comme ça irruption à cause ou grâce à cette pandémie du Covid-19. Tout à fait. Donc au démarrage de la crise en mars, c'était assez compliqué pour nous parce que on lançait juste, si vous voulez, l'activité commerciale de Soussou. Donc c'était un démarrage d'activité commerciale et en même temps on était en train de lever des fonds. Donc c'était juste au niveau timing assez compliqué pour nous. Et on s'est dit en fait, on n'a pas le choix. En fait, on doit survivre à cette crise, comme toutes les petites entreprises qui se battent. Et très vite, en fait, l'idée qu'on a eue, c'était de s'adapter finalement à cette pandémie et de pouvoir en fait apporter de la valeur à notre petit niveau, à nos clients qui à un moment se disaient mais comment je fais parce qu'il y a des questions autour des canaux de transfert d'argent qui étaient bloqués, des agences de transfert d'argent qui étaient peut-être fermées. On avait une pléthore d'informations sur ce qui se passait au pays. On ne savait pas trier le vrai du faux, etc. C'était un peu la panique à bord au départ. Donc nous, on s'est dit, on va essayer déjà du point de vue des informations, de relayer des informations les plus fiables possibles. On était juste sur la Côte d'Ivoire, donc c'était plutôt facile pour nous d'apporter les informations les plus fiables possibles de la source, en fait, sur ce qui se passait localement. Et deuxièmement, finalement, de répondre aux préoccupations des gens qui savaient pas ce que c'était que ce virus qui arrivait, etc., en permettant d'apporter des conditions d'hygiène à leur famille. Donc, on livrait à leur famille, au domicile de leur famille, sans qu'ils n'aient besoin de se déplacer, du gel hydroalcoolique, des gants, des masques, des choses comme ça. On le faisait pour nos clients, pour nos bénéficiaires. Donc ça, c'était ce qu'on faisait au pays. Et pour pallier le problème lié au magasin qui était fermé, Western Union, à tout ce qui empêchait les gens d'envoyer de l'argent chez eux, on s'est dit, on était sur un modèle d'abonnement initialement qui faisait que c'était un engagement quand même ferme sur 12 mois de nos clients. On va casser quelque part ce modèle, c'est ce qu'on a fait, en permettant aux clients, sans pour autant s'engager chez Soussou, de pouvoir payer plus ou moins à la carte pour des prestations précises liées à la santé de leur famille. Donc, pour faire un soin lié au Covid, à l'achat d'un médicament livré par coursier, ce genre de choses. Donc, on a adapté notre modèle finalement à la situation et ça a assez bien marché parce qu'on a apporté de la valeur à nos clients et on a su se faire connaître aussi comme ça. Et finalement, ces produits qui ne faisaient pas partie initialement de notre ADN sont restés maintenant qu'on n'est plus dans le fort de la crise, dans notre gamme de produits, dans les produits qu'on propose, et du coup voilà, c'était plutôt une opportunité pour nous. À côté de ça, la réalité c'est que effectivement on est dans un secteur qui semble être un secteur prometteur, porteur, etc. Toujours est-il qu'on n'est pas du e-commerce, on n'est pas un réseau social, et le secteur de la santé
malgré que ce soit le sujet qui est à l'actualité, qui est au centre de toutes les préoccupations aujourd'hui, ne connaît pas le boom qu'il devrait connaître par rapport à des secteurs comme le e-commerce ou les paiements ou autres. Et c'est ça qui est un peu paradoxal aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on reconnaît qu'on est un service qui est nécessaire et qui apporte de la valeur aux gens qui veulent prendre soin de leur famille. Toujours est-il que c'est des personnes qui perdent leur travail également, qui se retrouvent dans des situations précaires. Donc, on a l'avantage de dire, OK, on est dans un secteur qui est porteur, enfin malheureusement porteur en raison de la situation sanitaire, mais en même temps qui subit les effets de la situation sanitaire parce que nos clients ont un impact négatif sur leur pouvoir d'achat. Très bien, merci. Et maintenant qu'on a entendu les deux entrepreneurs, j'aimerais qu'on vous entende, vous, monsieur Delette, l'investisseur. Quel a été l'impact de la pandémie sur le financement des startups et des PME africaines qui évoluent dans la tech? Je pose cette question parce que c'est vrai que quand on a commencé l'année 2020, il y a eu plein d'effets d'annonce. On se disait qu'on commençait sur un bon pied. En 2019, on a dit partout que les startups africaines avaient récolté près de 2 milliards de dollars. C'était un record. Quelle va être la tendance selon vous en 2020? Alors, je vais commencer par répondre à votre question. Quand on a eu cette pandémie en mars, et comme tout fond, on a demandé à nos sociétés de se mettre en revenu, en état de mort et en état de mort cérébrale. On a demandé de diminuer toutes les dépenses et de sauvegarder le cash. On ne savait pas combien de temps cette crise allait durer. Et donc, les sociétés ont bien joué le jeu. Elles ont continué à vivre, continué à vendre en faisant le moindre dépense possible. Et ça, c'était au mois de mars et au mois d'avril. Et on s'est aperçu qu'en Afrique, on a été un peu moins touché par la pandémie et on a commencé à réinvestir. Mais on a tout d'abord fermé les robinets. C'est un réflexe financier pour les réouvrir avant l'été et pour s'apercevoir qu'effectivement, les startups africaines dans la tech étaient assez résilientes. Je disais, donc vous disiez que les startups africaines avaient prouvé leur résilience, j'entends bien. Moi, ma question, c'était surtout de savoir si le volume d'investissement qu'on nous promettait, qu'on nous dit depuis plusieurs années qu'il va croître d'année en année, s'il n'a pas été quelque part fauché par cette pandémie, et si en 2020, si à la fin de cette année, on va s'apercevoir que, au contraire, ce volume d'investissement a encore cru, et si les destinations de ces investissements, selon vous, seront toujours les mêmes. C'est vrai qu'en 2019, c'était toujours l'Afrique anglophone, le Kenya, le Nigeria, l'Afrique du Sud qui avaient réussi à tirer leur épingle du jeu. En 2020, quelles vont être les tendances, les tendances principales? Alors, je connais pas beaucoup de fonds qui ont investi en période Covid. Donc il y a eu quelques deals. D'ailleurs, Savio en a fait deux sociétés chez qui nous sommes pas allés voir les actifs. On l'a fait en visio et ça s'est très bien passé. Une société en Afrique du Sud et une autre au Nigeria. Mais je pense que le nombre de deals a bien chuté sur 2020. D'accord. Et on reçoit un nombre de dossiers quand même assez hallucinant depuis maintenant 2 mois. Donc de sociétés qui ont fait face à la crise et qui maintenant sont prêtes à se développer pour 2021. Donc on a des sociétés qui ont connu cette crise et qui sont très fortes, dans lesquelles on a un intérêt et dans lesquelles on regarde attentivement, notamment sur les secteurs de la mobilité. Cette crise a renforcé, notamment sur les secteurs de la mobilité, où on voit les dossiers émerger. Et fort de cette crise, c'est des dossiers qui sont encore de plus en plus forts.
Bola, je voulais une petite réaction par rapport à ce que vient de dire Monsieur Delève, qui disait que cette année 2020, pendant cette année 2020, le nombre de deals a chuté. Vous, comment est-ce que vous l'avez ressenti en tant qu'entrepreneur? Vous disiez que vous étiez en train de lever des fonds, etc. Est-ce que vous l'avez ressenti, toutes ces portes qui se fermaient et cet état de mort cérébrale, comme il disait tout à l'heure, qu'on demandait aux startups qui évoluaient en Afrique? Ah oui, tout à fait. On l'a bien ressenti dans notre chair. On l'a ressenti et bien même. C'est-à-dire que nous, on a commencé à échanger avec les investisseurs en 2019 et fin 2019, hein, et plutôt confiant malgré tous les signaux qui étaient envoyés. Voilà, quand t'es une start-up, t'es une femme à la tête d'une start-up, c'est compliqué. Tu es fondateur unique, c'est encore plus compliqué. Donc il y avait tous les paramètres déjà qui étaient, on va dire, théoriquement en défaveur, hein, de la levée de fonds chez Soussou, mais ça ne nous a pas arrêtés, on y croyait fort. Et c'est vrai que quand le confinement est arrivé au mois de mars, c'était pour vraiment un coup de massue. Pour nous, parce que on a été vraiment à deux moments clés fondateurs, hein, de notre activité, qui était cette fameuse levée de fonds et ce lancement officiel de notre activité après un projet pilote, etc. Donc c'était ça ne pouvait pas tomber plus mal. Au niveau de la levée de fonds, on a réussi au forceps à faire cette levée de fonds et on en est assez fiers parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de startups qui ont réussi à faire une levée de fonds en 2020, mais ça a été dans la douleur. Ça a été au prix de beaucoup de nuits blanches, de beaucoup de cheveux blancs aussi qui ont poussé sur ma tête, et au prix de sacrifices également au sein de l'équipe, parce que comme Benoît l'a dit, le premier réflexe a été de dire on ne sait pas si on va tenir, donc il va falloir, on va dire, serrer un peu les boulons. Malheureusement se séparer de certains membres de l'équipe pour se mettre en mode économie et essayer de faire une levée de fonds moins ambitieuse que ce qui était prévu initialement. Donc c'est ce qu'on a fait. Heureusement qu'on a été soutenu, et ça je voudrais vraiment tirer mon chapeau à la BPI. On a été soutenu jusqu'au bout par la BPI France qui ne nous a pas lâchés, et ça c'est quand même important parce qu'étant une start-up de la diaspora, on est un peu démunis en mode levée de fonds parce que on est sur les deux continents, mais en fait on est nulle part, étant assez étranger pour les investisseurs franco-français et pour les investisseurs africains qui sont quand même moins nombreux, paraissant comme une chose un peu exotique, etc., etc. Donc c'est très très compliqué d'être une start-up de la diaspora et de lever des fonds et de trouver des fonds comme ceux de Savio ou comme voilà Africa Invest qui se sentent alignés avec notre profil de business. On espère que ça va changer. Il y a des initiatives au niveau du Conseil présidentiel pour l'Afrique, des choses comme ça. On espère que tout ça va permettre de mettre en lumière les activités des startups comme les nôtres, qui ne sont pas négligeables, parce que ce qu'on essaie de faire, c'est quand même d'optimiser quelque part un flux d'argent, hein, qui existe, qui est énorme et qui finalement n'est pas forcément utilisé ou à bon escient par les États ou les pays qui reçoivent cet argent. Donc on essaie d'apporter de la valeur à ce niveau-là et on a besoin finalement de soutien des deux continents, aussi bien côté Afrique qu'en France. Question qui peut paraître un peu simple, hein, mais je rebondissais sur ce que Bola disait tout à l'heure. Elle disait que c'était difficile pour elle parce qu'elle avait l'impression que les investisseurs ne comprenaient pas forcément son business. C'est un discours que vous entendez tout le temps, j'en suis sûre, en tant qu'investisseur. Et je pense qu'il est important quand même de revenir un peu sur votre métier, sur le cœur de votre métier, sur la manière dont vous fonctionnez. Moi, ma question, elle est simple. Comment est-ce que vous choisissez aujourd'hui les entreprises tech dans lesquelles vous investissez? Je voulais savoir si vous avez des secteurs qui vous intéressaient prioritairement,
majoritairement, et si vous aviez des secteurs comme ça, des secteurs de prédilection. Alors, j'étais tout seul en train de le dire, mais je vais le répéter maintenant haut et fort. Chez Savvy, nous avons 3 secteurs de prédilection. Le premier, c'est tout ce qui touche à la mobilité, transport et logistique. Le deuxième, c'est tout ce qui est lié à la distribution et au marketplace. Et le troisième, c'est la fintech. Et nous regardons que des sociétés qui ont un produit, une équipe, qui sont panafricaines, qui ont déjà des revenus et qui sont capables d'avoir un lien B2B, c'est-à-dire de fournir un soft, une plateforme à des corporates. On n'est pas très intéressé par le B2C pour le moment. On cherche des revenus assez rapidement. Est-ce que vous m'avez entendu cette fois-ci? D'accord. Bonsoir Khalid Ben Djilali, vous allez bien? Oui, on vous a entendu. Très bien, et vous? Khalid, vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Vous m'entendez? Bienvenue. Alors, je rappelle que vous êtes associé. Oui, on vous entend très bien. Je rappelle que vous êtes associé chez Afrique Invest. Même question, je sais que vous venez d'arriver, mais même question que pour Monsieur Delestre. Comment est-ce que vous choisissez les sociétés dans lesquelles vous allez investir? Est-ce que vous avez des domaines de prédilection? Alors oui, on a des domaines de prédilection, mais on est moins sélectif que Benoît et Arthur ici, en termes de secteur en tout cas. En gros, l'essentiel des opportunités qu'on reçoit aujourd'hui, et qui est un secteur qu'on apprécie beaucoup, c'est le fintech. Et dans le fintech en particulier, on regarde le paiement, on regarde le lending, donc le crédit, et puis d'autres modèles qui sont associés à cela. On regarde de plus en plus des opportunités dans le fintech qui sont dans l'insurtech. L'assurance est très peu dématérialisée et digitalisée en Afrique, et il existe de grosses opportunités sur ce secteur-là, même si on voit pas suffisamment d'opportunités à notre qui correspondent à ce qu'on cherche, et j'y reviendrai après. Ensuite, bien sûr, la mobilité. Toutes les questions de mobilité en Afrique sont très importantes, que ce soit la mobilité des personnes ou de biens, donc la logistique, sont des secteurs qui sont très intéressants, avec des changements structurels sur certains créneaux, surtout au vu de ce qui se passe dans l'e-commerce. Et donc, c'est aussi un secteur qu'on regarde, dans lequel on n'a pas encore investi, mais qui nous intéresse beaucoup. Ensuite, on regarde aussi un autre secteur sur certains pays, qui est le secteur du software B2B. Il y a plusieurs opportunités, soit d'éditeurs, donc en cloud, donc de software B2B sur le secteur financier ou d'autres, mais qui visent soit les entreprises africaines, soit le marché global. On vient de finir un investissement, par exemple, dans une boîte qui s'appelle Aerobotics, qui fait des softwares dans l'agtech, mais qui regarde le marché global, en fait, pas uniquement le marché africain. Donc, et l'Afrique a de vrais avantages compétitifs, sur certains créneaux là-dessus, donc peut être compétitif vis-à-vis de concurrents à l'international. Enfin, deux autres secteurs qui nous intéressent particulièrement, qui sont l'éducation, étant donné les gaps qui existent et les opportunités en face sur le secteur d'éducation en Afrique. Éducation au sens large du terme, ça peut être autant sur du primaire secondaire que du tertiaire, que d'autres formats d'éducation et d'EdTech aujourd'hui. Et la santé. Sur le health tech, alors il y a bien sûr de gros gaps. On n'a pas encore vu de modèle qui nous a convaincus, mais il y a des entrepreneurs qui sont en train d'innover actuellement dans le secteur, et qui rentrent soit de marchés connexes à l'Afrique, soit qui commencent aujourd'hui sur des pays comme Nigeria et l'Afrique du Sud, qui sont intéressants à regarder en termes d'évolution.
Vous avez dit quelque chose d'intéressant. Vous avez dit que vous n'avez pas vu dans certains secteurs encore des modèles qui vous avaient convaincu. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce qu'on a du mal à comprendre, nous, en tant que profanes. On se dit que chaque semaine, il y a des tas de startups, il y a énormément de communication autour. Pour quelqu'un comme moi, je me dis, j'ai du mal à comprendre qu'un investisseur me dise aujourd'hui en Afrique, avec toute cette profusion de startups, je trouve pas de modèle qui me convainc. Alors, vous avez raison sur un point. Le volume d'opportunités qui existent aujourd'hui en Afrique étant à une telle croissance qu'on reçoit actuellement 10 à 20 opportunités par semaine dans nos inbox, et ce volume est croissant. Donc effectivement, c'est peut-être surprenant d'entendre ça. Alors pourquoi je dis ça? Parce que en fait, tout dépend de l'appétit pour le risque que vous pourriez avoir. Et contrairement à mon ami Benoît, nous on vient un peu plus loin dans la chaîne de valeur. Donc on va regarder des entreprises un peu plus matures. Il y a des risques qu'on ne veut pas prendre. À titre d'exemple, on a regardé des entreprises qui avaient commencé à faire une croissance sur un modèle donné, et qui se sont rendus compte que le modèle n'était pas assez scalable et qu'il fallait qu'ils pivotent. Donc qu'il fallait qu'ils passent d'un modèle de paiement à un modèle de néobanque. C'est des choses qui arrivent naturellement dans la vie d'une startup. Cela dit, nous, on ne peut pas prendre ce type de risque, étant donné le type de financement qu'on est. On est sur du growth, donc on est en fait sur essentiellement de la série A, B et C, et donc on va investir, nous, pour accélérer une croissance sur un modèle qui est déjà établi, déjà prouvé, qui a déjà des clients et qui a aussi des revenus. Et là-dessus, on sera peut-être un peu plus sélectif, c'est-à-dire que le niveau de revenu minimum sera souvent au-dessus d'1 million d'euros. Alors, on parle de revenus de run rate, donc de revenus annualisés, revenus mensuels annualisés. On peut regarder aussi ce type d'indicateur. Alors, pour compléter, si vous m'entendez cette fois-ci. D'accord. Allô? Oui, on vous entend. On t'entend très bien, Benoît. Ah, merci. On vous entend. Pour compléter ce que dit Khaled, nous, on intervient juste avant Afrique Invest, en pré-série A, et on connaît ces phases de pivot. Et il faut comprendre que dans l'ADN de Savvy, on est entrepreneur. On l'a été pendant 15 ans, donc on comprend ces entrepreneurs qui doivent changer d'un business à l'autre et on les aide justement pour présenter ensuite des sociétés avec des revenus et qui peuvent avoir cette phase de grosse à des fonds comme Afrique Invest. Mais nous, voilà, on a la particularité d'avoir la phase juste avant. Benoît, Bola, pardon, Ken, je ne sais pas si vous avez des réactions, n'hésitez pas, par rapport au point de vue des deux investisseurs. Parce que là, vous avez les deux investisseurs qui sont capables de faire de la pré-série A à la série A et à la série B. C'est rare. Alors, ouais. Voilà, à toi l'honneur. Si tu non, mais moi, pas de surprise. J'ai déjà échangé avec Benoît, j'ai échangé aussi avec Khalid. Donc, pas de surprise par rapport au discours ambiant. En fait, mon regret, quelque part, c'est de dire, OK, très bien, mais à quel moment on donne la chance aux pousses, en fait, on les arrose, les petites pousses, pour des petites graines pour qu'elles se transforment en pousses. Et c'est cette étape-là qui manque, il me semble, dans les fonds, on va dire, spécialisés sur l'Afrique, les marchés africains. La notion de prise de risque est quand même vachement, déjà, dans les systèmes francophones, la notion de prise de risque est quand même vachement moins élevée que dans les pays anglo-saxons, aux USA, même au Nigeria, à côté, où on voit qu'il y a plein de fonds américains qui s'y intéressent. Mais dès lors qu'on est dans le système francophone, en fait, on se rend compte que pour démarrer, pour lancer, quand on est sur, la rampe de lancement, c'est compliqué de trouver un accompagnement, en tout cas dans l'environnement des investisseurs spécialisés sur le marché africain. J'ai échangé sur le sujet également avec des fonds comme IEP, Proparco, etc. C'est souvent le même langage qui revient, c'est trop tôt, etc., etc. Et à un moment, il faut trouver les investisseurs qui font suffisamment confiance dans l'équipe fondatrice, dans l'idée, pour lancer le concept et ensuite arriver aux fameuses séries A ou pré-série A où on a effectivement plus de fonds qui sont disposés à investir.
Donc pas de surprise pour moi, juste un constat et je pense qu'il y a c'est un manque de confiance. Tout à fait. Et je pense que pour des investisseurs qui cherchent une niche ou un créneau, c'est vraiment un créneau à prendre parce que c'est un peu difficile pour les startups de lever des fonds à ce stade-là. Alors, si je peux répondre, Bola, à ta question, on aimerait faire un peu plus de early stage, mais le early stage, ça veut dire qu'on est avec vous au quotidien. Et donc, on peut plus investir. On est vos associés et on passe énormément de temps. Et ensuite, nos investisseurs, parce que nous aussi, on a des investisseurs derrière, ils vont pas être très contents qu'on passe 35 heures par semaine avec toi au détriment des autres sociétés. Donc, il faut faire un arbitrage. Et c'est vrai que cet arbitrage, nous, on l'a fait chez Savvy. Et le early stage, on l'a laissé un petit peu de côté et on s'attaque aux pré-série A, qui sont un peu l'adolescence. Et ensuite, on les aide à passer le bac, à les emmener en prépa. Et là, on les présente à Raled. Ok, j'aime bien l'analogie. Je suis d'accord, je comprends tout à fait. Hein. Je comprends que le but d'un fonds, c'est effectivement de ne pas se transformer en investisseur. Mon point, c'est que du point de vue des marchés africains, on est en manque de cette catégorie d'investisseurs early stage qui est les business angels finalement, qui n'existent quasiment pas en fait en Afrique. On n'en a pas. Les gens, c'est des gens qui veulent prêter de l'argent, c'est pas des investisseurs. Et c'est vraiment ça le problème quand on parle malheureusement à des gens qui sont même très fortunés. La notion de risque n'est pas abordée de la même manière que dans les marchés européens où ces investisseurs spécialisés early stage qui sont censés être des business angels n'existent tout simplement pas. Alors, pareil, je vais essayer de répondre à ta question, Bola, parce que nous, c'est un écosystème qu'on connaît bien. Les premières sociétés qu'on a financées, donc depuis 2017, on espère avoir... Allô? Vous m'entendez? Alors, on t'entend, ouais. Benoît. Ouais, je voulais juste, je suis pas forcément d'accord. Il manque aujourd'hui un terreau en Afrique. C'est ces premières sorties, ces premiers entrepreneurs qui ont fait un exit et qui vont eux-mêmes financer les entrepreneurs. Et c'est ça qu'on attend en Afrique, c'est d'avoir les premières exits, d'avoir des premières néobanques qui ont vendu, des premières boîtes dans la mobilité, et les entrepreneurs vont aider les entrepreneurs. Et c'est là où tu vas trouver de l'early stage, c'est là où tu vas trouver les 50, 100 000 euros qui vont t'aider à développer ta société. Et ensuite, tu pourras venir nous voir. Et ça, on n'a pas ça. Ken. Alors, oui. Alors, c'est très intéressant parce que, contrairement à Bola, je ne connais pas encore Benoît et je ne connais pas encore Khaled. Donc, j'ai envie de faire vos connaissances. Et c'est vrai qu'en vous entendant, on a l'impression qu'il y a une chaîne de financement qui a une belle mécanique et qui accompagne les entrepreneurs à tous les niveaux et que c'est formidable finalement. Bon, malheureusement, on n'a pas eu cette expérience-là. On s'est lancé en 2015 entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et on n'a finalement pas eu trop de problèmes pour le seed. On a rapidement été sur un prototype avec nos propres fonds. On a dû s'y mettre à 5, donc ça a amené après d'autres problématiques en termes de gouvernance, mais ça a été le choix, on va dire, du pragmatisme. Et on se connaissait très bien parce qu'on était dans le même cabinet de conseil, donc on avait une proximité à la fois personnelle et à la fois dans le mode de travail. Donc on s'est lancé comme ça dans un prototype en y mettant chacun nos économies et ça nous a permis de pouvoir aller rapidement chez un certain nombre de multinationales parce que dans le secteur dans lequel on était persuadé qu'il fallait rapidement de la synergie opérationnelle. Il fallait pas seulement des fonds capables d'amener du cash, mais il fallait aussi des structures capables d'enrichir la proposition de valeur. Donc, on a notamment été très rapidement, à l'échelle de Total, hein, ça a pris 1 an et demi quand même, mais on a été, on va dire, en early stage accompagné par le groupe Total, qui nous a financé le proof of concept à hauteur de 2 milliards de CFA, 3 millions d'euros, en 2015, pour nous permettre
de tester cette synergie qui était stratégique pour eux, parce que la problématique financière était importante dans leur activité de distribution. Et donc on s'est lancé sur ce proof of concept. On a finalement rapidement pivoté. On est passé d'un modèle de cash to goods et de transfert électronique à travers des vouchers à un modèle finalement de mobile money pour les professionnels. Bon, on aura peut-être l'occasion d'en parler après. Et la plus grande difficulté qu'on a eue, c'est une fois que que notre modèle était éprouvé, qu'on avait finalement une demande qui était exponentielle et finalement l'impératif de se déployer dans la sous-région pour rentabiliser le socle opérationnel. Eh ben, on a été très surpris finalement des rapports qu'on a eus avec les différents fonds. On cherchait à lever autour de 10 millions d'euros et on s'est trouvé dans une zone très peu servie en réalité, parce qu'on a soit les fonds qui en effet viennent très vite, très tôt, donc de seed, de série A, qui trouvaient peut-être notre ambition trop grande et nos velléités de croissance trop ambitieuses. Et on avait par ailleurs des fonds qui nous disaient qu'on était bien trop petits et que ça ne serait pas rentable pour eux de venir sur une opération à 10 millions d'euros et qui préféraient du business établi, structuré, plutôt que du business à risque sur ce type de montant. Donc on a rencontré au départ un certain nombre de fonds avec qui ça a été vraiment très compliqué, malgré la volonté de certains. Et on a finalement fait notre seconde levée de fonds avec un groupe bancaire, le groupe Banque Centrale Populaire, qui est rentré dans notre capital, mais qui est rentré finalement en actionnaire, qui a demandé l'actionnariat majoritaire, qui a demandé vraiment la prise de contrôle dans la structure. Donc voilà, c'est un process qui a duré presque 2 ans, et on en est ressorti très heureux, bien sûr, mais en même temps un peu frustré parce qu'on se disait qu'on cochait toutes les cases que les fonds d'investissement présentent toujours, c'est-à-dire qu'on avait un modèle B2B2C, on avait une base client déjà de plus de 200 000 clients, on était déjà sur quelque chose d'éprouvé, on avait un actionnaire solide au capital, on était une équipe de fondateurs assez expérimentés et des spécialistes dans le domaine. Mais malheureusement, l'offre de fonds d'investissement sur ce niveau de besoin a été finalement très faible. Voilà. On a peut-être mal cherché aussi. Je dis pas que c'est la faute des fonds. Il y a probablement des choses qu'on n'a pas bien faites, mais on a quand même constaté que dans cette mécanique-là, j'ai l'impression qu'il manque un chaînon pour les fintechs qui sont prêtes vraiment à la croissance, à l'expansion, à devenir des groupes panafricains, à structurer des grosses équipes, à faire de la forte croissance. Et on a l'impression que voilà, à ce niveau-là, soit on demande des revenus déjà conséquents, ce qui n'était pas notre cas, soit on demande à réduire l'ambition du business plan et à aller sur des levées beaucoup plus modestes. On nous demandait de diviser par 2, par 3 l'ambition, ce qui était pour nous voilà, complètement insatisfaisant. D'accord. Les investisseurs, je vais vous laisser répondre à Ken, mais j'aimerais rebondir sur ce qu'il disait quand il disait que c'est une zone. Je suppose que vous parlez de cette zone d'Afrique francophone surtout. On a la chance d'avoir 2 investisseurs qui ont dans leur portfolio des entreprises qui sont, je pense, à la fois d'Afrique francophone et d'Afrique anglophone. Est-ce que vous abordez ces entreprises de la même manière, ou est-ce qu'il n'y a pas quand même une tendance à demander un peu plus aux entreprises et aux startups francophones, leur demander un peu plus d'être, comme il disait, d'être déjà profitables, tout simplement parce qu'elles évoluent dans des écosystèmes qui sont plus fragiles, et donc vous avez un peu plus peur de les accompagner, entre guillemets, si je veux parler de manière un peu plus directe. Benoît, tu veux, je commence et je te laisse finir là-dessus. Je crois qu'on a un décalage entre images. Non, c'est bon, j'y vais, j'attaque. Écoute, d'abord pour répondre à certaines des questions qui ont été posées à la fois par Ken et Bola, je pense qu'il faut se remettre dans le contexte du capital investissement en Afrique.
D'accord. On est toujours à une étape extrêmement early stage, hein, donc on est très peu mature de ce secteur. C'est un secteur qui a commencé il y a 6-7 ans, qui a connu une forte croissance en termes d'investissement, mais le plus gros. Donc on regarde en 2019, il y a eu 2 milliards d'investis en Afrique pour une population d'1,3 milliard. On compare ça aujourd'hui au volume d'investissement en Europe qui est de l'ordre de une quarantaine de milliards, grosso modo, qui est donc 20 fois plus grand pour moitié de la taille de la population. On se rend compte qu'en fait, on a encore beaucoup de chemin à parcourir pour que ce domaine soit mature. Hein, d'abord en Afrique. Et sur les 2 milliards qui sont investis en Afrique, une très grosse partie de cet argent n'est pas africain. Il vient des États-Unis, il vient d'Europe et aussi d'Asie. Et toute petite portion est investie effectivement par des fonds qui sont des fonds africains gérés par des sociétés et des gestionnaires installés en Afrique. Et donc on n'y est pas encore. Voilà. Faut comprendre cela. Le meilleur conseil moi que j'ai à donner d'abord aux entrepreneurs, c'est d'être à la fois en Afrique et ailleurs. Il y a beaucoup plus d'argent disponible en Europe dans le capital investissement ou dans le capital risque, à très early stage surtout, ou aux États-Unis ou en Asie, qu'en Afrique. Et donc, beaucoup des entrepreneurs ou des fondateurs au pluriel qui réussissent de belles levées de fonds au démarrage ont su tirer profit des forces à la fois de l'Afrique en termes de marché et d'opportunités, mais aussi de l'Europe ou d'un autre marché en termes de marché de levée de capitaux. Ça, c'est important de le noter, et ça reste quand même un élément important dans la réussite de beaucoup de startups africaines, surtout à très early stage, pour aller chercher soit du l'angel money, comme disait Bola tout à l'heure, mais pas seulement. Nous, la plupart des rounds auxquels on participe aujourd'hui, que ce soit de la série B ou série C, on est souvent le seul fonds africain à participer. On est souvent avec des fonds américains, européens, chinois aujourd'hui ou asiatiques ou du Moyen-Orient. Donc ça, c'est important qu'ils le notent. Maintenant, par rapport à l'écosystème, donc du point de vue plus systémique, aujourd'hui, pour que ce secteur se développe, il faut qu'il y ait beaucoup plus d'investissement. Donc il y a d'abord le secteur public et donc les autorités qui doivent aujourd'hui créer des fonds de fonds. Hein, comme ce qui s'est fait en Chine. En Chine, il y a 15 ans, 20 ans, il n'existait pas de fonds de VC. Le gouvernement, alors c'est beaucoup plus centralisé, vous allez me dire c'est beaucoup plus simple. Peu importe, on peut le faire aussi à l'échelle régionale, à l'échelle du continent africain. Ça, c'est la première chose. Les entreprises, que ce soit les entreprises corporate africaines ou non africaines qui aujourd'hui ciblent le continent, ont tout intérêt aujourd'hui à travailler avec des fonds et avec des startups, que ce soit l'investissement direct ou via des fonds pour découvrir l'écosystème. Donc ça, c'est aussi une tendance qu'on va voir venir, je pense, dans les années à venir. Et ce que disait tout à l'heure Benoît, qui est très important, c'est que en Afrique, on n'a pas encore fait ce premier tour de roue qui permet en fait à des entrepreneurs de réussir leur entreprise, de la céder, et puis ensuite de devenir les angels, donc les investisseurs à early stage qu'on voit et qui créent la fluidité dans les cycles de levée de fonds des entrepreneurs en Europe, aux États-Unis, ailleurs, et qui sont essentiels dans ce secteur-là. Dans un marché comme les États-Unis, je veux simplement vous rappeler que une majorité des investissements ou des levées de fonds qui sont faites par des startups sont faites et sont réalisées par de l'angel money et non pas par des fonds VC. Les fonds VC arrivent beaucoup plus tard dans le processus. Et c'est un entonnoir. Et donc il y a beaucoup plus d'investissements en volume et de plus petits montants in fine, mais qui jouent un rôle essentiel au fait au démarrage des entreprises. Donc je partage à 100% le point de vue de Khaled, et je tiens quand même à préciser que nous ne sommes pas assez en Afrique pour faire ce métier. Donc il faut que d'autres initiatives, d'autres fonds, d'autres entrepreneurs créent des structures de VC, ou que des fonds de PI, comme a fait Afrique Invest, lancent une structure de VC, mais on doit être plus en Afrique pour backer les entrepreneurs, backer ces phases de pré-série A, série A, lancer ces entreprises, ces sorties, et ces futurs entrepreneurs seront les business angels de demain. Et on n'est pas loin. Dans 5 ans, vous allez voir, les premières sorties vont arriver et ces business angels vont vous aider. Et la roue va commencer à tourner.
Je disais, Benoît, on arrive à la fin de ce panel. C'est passé à une vitesse folle, mais on me dit en backstage que notre auditoire est prêt pour la partie speed dating. Je voudrais quand même finir par un dernier tour de table, si on peut dire. Est-ce que vous pourriez chacun, de votre point de vue d'investisseur et d'entrepreneur, donner un conseil pour vous séduire, pour ce qui est les investisseurs Benoît et Khalid, aux entrepreneurs qui sont avec nous aujourd'hui, et Ken et Bola, je voudrais que vous leur donniez un conseil. Si vous deviez n'en donner qu'un, et un seul. On va commencer par Khalid. Ok, j'aurais espéré que vous auriez fini par moi. Ça dépend réellement de... T'es le plus expérimenté, Mais s'il en faut un, c'est de travailler son réseau et c'est un partenariat à plusieurs avant de se lancer dans une entreprise d'entrepreneuriat. Je pense que le réseau aide énormément à résoudre beaucoup de problèmes et donc il faut l'élargir au-delà et c'est ce qui va vous permettre, je pense, de trouver à la fois vos cofondateurs, vos talents au sein de l'entreprise et aussi vos investisseurs. C'est peut-être la chose la plus fondamentale avant de se lancer dans une entreprise innovante en Afrique ou ailleurs d'ailleurs. Benoît. Alors moi, je vais être un peu différent de Khaled. Je vais dire qu'il faut tout de suite faire des revenus pour commencer à couvrir les coûts fixes et ensuite s'entourer d'une équipe de talents pour aller là chercher de l'argent et des nouveaux clients. Mais ce qui fait vraiment peur en Afrique, c'est d'arriver dans des structures où on voit aucun client. Alors on voit une très belle tech, mais il n'y a pas de client derrière. Et ça nous fait peur. Donc c'est revenus et clients. Ken. Revenus et clients. Ken. Je penserais qu'on laisserait l'honneur aux dames et à Bola. mais j'ai bien compris que je m'échapperai pas comme ça. Donc non. Alors un conseil vraiment de façon spontanée, c'est le focus. Alors conseil de façon spontanée, je dirais le focus. Je sais pas comment le traduire en français. Le fait de rester, d'aller jusqu'au bout des choses et d'aller jusqu'au bout de ce qu'on veut tester, de ce qu'on veut trouver sur le marché. D'expérience, quand on lance une proposition et quand on lance un modèle, on a toute une série de fausses opportunités qui arrivent. On est beaucoup sollicité. Il y a beaucoup de choses qui paraissent très intéressantes qui se présentent à nous. Et il nous a fallu du temps pour qu'on soit rigoureux et qu'on sache refuser les opportunités qui sortent de la trajectoire qu'on s'est fixée et rester vraiment focus et fidèle au plan. Voilà. Et enfin Bola, avec qui j'ai commencé et avec qui on termine. Alors je rejoindrai Benoît sur le fait qu'il faut le plus rapidement possible générer du revenu, quitte à on va dire pas dégrader, mais quelque part partir petit et commencer à générer du revenu pour pouvoir en fait je dirais pas défaire des chaînes, mais ce besoin qu'on a de lever des fonds au départ. Avec le recul, moi, si c'était à refaire, j'aurais fait autrement et j'aurais reculé au plus tard possible le moment où où on a besoin de lever des fonds. Donc ce serait ça par rapport à l'environnement dans lequel on évolue aujourd'hui, c'est générer du revenu, être presque, en tout cas, pouvoir s'autofinancer dans une certaine mesure. Eh bien, merci à tous les quatre. Désolée encore une fois pour tous ces problèmes de réseau, mais j'ai quand même appris qu'on avait une meilleure connexion à Abidjan qu'à Paris, grâce à Benoît. Et je vous remercie encore une fois pour votre patience et pour vos contributions. Merci beaucoup. À bientôt.